tourner maintenant vers Alain Tourdjman, qui est directeur des études et de la prospective pour le groupe BPCE. Alors, vous êtes spécialiste des comportements financiers, des ménages, mais aussi des entreprises. Et on va regarder ensemble comment les Français vivent un petit peu toute l'arrivée de ces innovations dans leur quotidien, que ce soit dans leur travail, dans leur vie quotidienne ou dans leurs loisirs, et y compris d'ailleurs dans leur relation à la banque. Donc je vais vous laisser nous faire part peut-être d'une première étude et puis peut-être que ma question un peu naïve, la première en tout cas, sera est-ce que pour vous la France, les Français sont appétents à l'innovation? Est-ce qu'il y a un rapport à la curiosité? Alors la question de l'appétence à l'innovation nous renvoie à la question que vous posiez tout à l'heure et qui était évoquée par mes deux prédécesseurs, c'est la question de la confiance. Et c'est vrai que la France se distingue quand même par un degré de défiance qui est absolument sans précédent. Je prends ici l'exemple d'une enquête qui a été faite par Ipsos, l'institut de sondage, auprès d'une bonne trentaine de pays, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest aussi bien qu'en Europe de l'Est, etc., qui posait un certain nombre de questions associées à la crise de la Covid. Est-ce que ça ira mieux ensuite sur le plan de l'économie, sur le plan de la société? Est-ce que le monde va s'améliorer? Est-ce que les gens vont être plus tolérants? Bon, toute une série de questions. À quasiment chacune de ces questions, sur les 30-32 pays qui étaient interrogés, c'est toujours la France qui était au niveau le plus bas, avec le degré de défiance le plus élevé de tous les pays, qui pourtant sont à la fois nombreux et diversifiés. Et donc on a là un premier critère et peut-être un premier souci à se faire sur l'importance, compte tenu de l'importance qu'a la confiance dans ce capital immatériel qu'évoquait le professeur Bounfour. Alors effectivement, on est dans un pays de défiance et c'est un sujet qui pèse pour nous, mais qui pèse aussi sur la vision de la science. Quand on interroge les Français sur leur vision de la science et de la technologie, finalement, on a deux dimensions qui sont en tension. Il y a d'une part, et ce qui semble de plus en plus progresser, peut-être pas l'emporter, mais progresser, les craintes d'aujourd'hui, les craintes de ce vers quoi nous porte la science et la technologie. Vous avez 3/4 des Français qui pensent qu'on est trop dépendant de la science et de la technologie. Vous en avez près plus de 40% qui pensent que les dommages de la technologie et de la science sont pires que les avantages qu'elle apporte. Et par ailleurs, il y a à peu près la moitié des Français qui pensent que la science et la technologie, ça nous fait aller trop vite. Et donc qu'on perd la maîtrise. Donc on voit bien les craintes sur ce que nous impose d'une certaine façon la science et la technologie, et en même temps, sans que ça s'équilibre, mais néanmoins on voit bien l'autre dimension qui est associée, c'est toute cette dimension du progrès, de l'espoir, de l'avenir et de la façon dont la science et la technologie peuvent apporter des solutions aux problèmes qu'on juge insolubles aujourd'hui. Alors que ce soit sur le plan du développement durable et du réchauffement climatique, que ce soit sur le plan également sanitaire, on a là des attentes et c'est vrai que 71% exprimaient ici le fait qu'ils pensaient que la science et la technologie pouvaient apporter des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Vous avez à peu près, là encore, la moitié des Français qui pensent qu'à l'avenir, on vivra mieux du fait de la science et de la technologie. Donc, à la fois, on lui reproche finalement des errements aujourd'hui, et en même temps, on attend beaucoup d'elle. Et on espère encore que la science et la technologie vont pouvoir incarner quelque chose, un espoir, un futur, une possibilité.
Et donc la situation dans laquelle on se situe en France est compliquée de ce point de vue-là. On le voit bien sur l'intelligence artificielle, où là, c'est pareil, il y avait une autre enquête, pas de Ipsos, mais du Pew Research Institute, qui montrait que sur une trentaine de pays, là encore, la France était celui qui était le plus défiant à l'égard de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que la crise, pour vous, c'est un facteur de transformation ou d'accélération ou est-ce qu'on est vraiment dans un moment de rupture de tendance forte ? Alors, les deux peut-être. D'abord un facteur clairement d'accélération et de transformation, d'accélération de mouvements, de tendances qui étaient là présentes depuis longtemps, avec tout de même, pour mettre ça en perspective, je crois qu'il faut bien comprendre qu'on vit avec cette crise, qu'on vit en France avec presque chaque grande crise depuis une cinquantaine d'années, si on remonte à la crise de 73 quasiment, c'est qu'il y a eu un changement du sens du mot crise. Au départ, le mot crise, ça veut dire une sorte de rupture à un moment donné, et puis ensuite on va passer à autre chose. Et peu à peu, dans l'intelligence collective, d'une certaine façon, ce mot a muté et de plus en plus, la crise, c'est non pas un moment, mais de plus en plus un état, et un état qui se prolonge. Et on est exactement en train de vivre ça. On fait une enquête à peu près tous les 3 ou 4 mois auprès des Français sur des thèmes qui vont plutôt avoir avec l'épargne, mais on pose des questions aussi d'ordre général. Et là, on a 42% des Français qui nous disent que, selon eux, la crise ne va jamais véritablement s'arrêter. Et vous ajoutez les 12% qui ne savent pas, on est à peu près la moitié des Français qui ne voient pas la fin de la crise. Donc, on est dans une logique d'une crise qui s'installe, et derrière l'installation de cette crise, il y a l'idée aussi que, globalement, ça voudra dire non pas un effondrement du système, non pas encore moins l'idée que tout redeviendra comme avant, mais à 47%, l'idée qu'il y aura des changements significatifs, à un peu moins l'idée que ces changements de mode de vie vont être radicaux, mais en tout cas qu'on est parti pour une transformation de la société. Et d'une certaine façon, c'est intégré que cette crise-là va nous faire bouger dans notre modèle social, dans notre mode de vie, dans nos pratiques économiques, etc. Et d'une certaine façon, on accepte l'idée de ce changement. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous ouvre vers une modification des comportements. Et cette modification des comportements, là, pour le coup, on est vraiment dans l'idée de l'accélération d'une transformation qui était déjà à l'œuvre, parce que les mouvements, ils sont pas nouveaux. On a définitivement basculé dans l'ère d'une sobriété, de davantage de sobriété. C'est plutôt l'ère du consommer moins pour consommer mieux, même si certains aspirent encore à consommer davantage, parce que voilà, pour certains, le consommer n'est pas si facile que ça. On n'est plus dans l'idée que voilà, les nouveaux produits, les nouveaux services, c'est bien par définition. On n'est plus dans l'idée qu'il faut rester en lien. Tout ça sont des valeurs qui baissent année après année. Et donc, on rentre dans un comportement davantage ancré dans l'idée de sobriété, dans l'idée de consommer moins, dans une moindre attrait pour la nouveauté, dans l'idée du recentrage sur la famille, du recentrage sur un cercle proche de famille, d'amis, qu'on peut élargir au local, qu'on peut élargir au pays, avec l'importance du Made in France aujourd'hui. On le voit avec cette courbe où voilà, il y a encore eu une accélération de la montée de la confiance dans des produits français. Donc toutes ces tendances-là sont extrêmement fortes et sont de plus en plus intégrées. Et il y a une dernière tendance qui est particulièrement intéressante parce que, vous le voyez bien à travers les deux indicateurs, simplement la forme de la courbe est représentative. On commence en 90-92, rappelez-vous la crise. On a un autre moment de rupture au moment de 2008-2012, autre moment de crise. Et donc on s'attend
s'attendrait assez logiquement à avoir à nouveau la même rupture au moment de 2020. Eh bien non. Et que représente cette courbe? C'est le partage des Français entre... finalement, l'entreprise, il vaut mieux qu'elle produise des biens sérieusement et qu'elle fasse son boulot, ou au contraire, l'entreprise, elle doit faire face à une responsabilité supplémentaire à l'égard de la société. Et assez logiquement, quand il y a une crise, on se dit, bon, le minimum, c'est que, c'est qu'il y a de la production, de la croissance, et on ne va pas chercher autre chose, on ne va pas être davantage ambitieux vis-à-vis de l'entreprise. Et à ce moment-là, l'aspiration à la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, elle baisse considérablement et elle remonte après la crise quand ça va mieux et quand on attend plus de l'entreprise. Et bien là, on a une crise où, au contraire, la demande de RSE, non seulement n'a pas baissé, mais a continué à augmenter. Et ça, c'est intéressant, parce que là, on a un véritable basculement, probablement assez durable, d'une préoccupation qui va dans le sens de l'ensemble de ces transformations qui sont liées à la crise. Alors, j'évoquais tous ces points-là pour dire que finalement... moins d'attrait pour la nouveauté, moins de consommation, recentrage sur le local, recentrage sur l'humain aussi, on peut se dire, est-ce que tout ça c'est très bon pour l'innovation? Peut-être pas, surtout si on associe l'innovation à la technologie, à la nouveauté absolue, etc. Et donc, il y a une forme, et on le voit bien à travers l'image qui est donnée à la science et à la technologie, de contestation d'une certaine façon. Peut-être pas de l'innovation, mais en tout cas de l'idée du progrès technologique et scientifique. Et en même temps, on voit que derrière cette contestation un peu en soi, ça n'empêche que quand on regarde dans les usages, eh bien, on se rend compte que l'innovation, elle est largement plébiscitée pour peu qu'elle réponde à deux dimensions fondamentales. La première, c'est une valeur ajoutée incontestable. Et là, je ne peux que réinsister sur ce qu'a évoqué M. Minga. Et la deuxième, c'est la contribution de l'innovation à la transformation espérée et attendue des modes de vie. Et donc, si, d'une certaine façon, je peux me simplifier la vie dans les formalités administratives, si je peux créer du lien communautaire à travers Internet et à travers mon smartphone, si je peux apprendre à faire davantage par moi-même en consultant des tutoriels, eh bien, finalement, je contribue à cette transformation du mode de vie qui est espéré, mais en utilisant de l'innovation. Donc l'innovation utile continue à être fondamentalement plébiscitée. L'innovation sur laquelle je m'interroge, elle, en revanche, elle est davantage remise en cause. Donc là, on a quelques exemples d'innovation. Là, on a l'exemple du chatbot où les gens sont partagés, de plus en plus utilisés, mais en même temps, une part significative des gens se demandent si vraiment ça sert à quelque chose. Et là, typiquement, on est sur l'innovation sur laquelle on s'interroge, parce que, est-ce qu'elle a une valeur ajoutée? Dernière dimension de cette crise, derrière la crise, il y a quand même eu néanmoins des éléments de rupture, me semble-t-il. Alors, et ces éléments de rupture, on les voit dans le fait que, il me semble qu'il y a des sortes de plafonds de verre qui ont implosé sur le téléenseignement, même si la France n'est pas un exemple extraordinaire. Enfin, quiconque a des enfants en âge scolaire est nécessairement un peu critique sur le sujet, sur la télémédecine, sur le paiement sans contact, on va y revenir. On voit vraiment que là, on a passé un cap. Que là, on a dépassé une certaine dimension, l'inertie dans les comportements, la réticence à s'engager des freins dans se sont levés, en fait. Oui, d'une certaine façon, l'expérimentation rendue nécessaire par l'exceptionnalité de la crise a conduit à une adoption des usages. Je l'ai fait une première fois parce que j'y suis contraint, finalement.
Et du coup, je passe Je me suis rendu compte que mes préventions étaient finalement un peu disproportionnées par rapport à la valeur ajoutée qui était cachée, que je ne voulais pas voir. Cette valeur ajoutée s'est révélée et donc aujourd'hui, j'adopte bien plus largement. On n'est pas passé à un cap de généralisation, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de domaines, aussi bien sur les visioconférences, c'est à la fois le télétravail, c'est la télémédecine, c'est la visioconférence dans la relation amicale ou familiale. Toutes ces dimensions-là ont passé un cap et je pense de façon relativement durable et irréversible. Alors, de ce point de vue-là, la crise, elle a quand même aussi joué un rôle de rupture ou au moins de catalyseur brutal, quoi. Voilà. Et dans la relation à la banque, là aussi, je pense qu'on a passé des caps ou fait exploser des plafonds de verre. Je pense justement à des contacts à distance, au paiement sans contact, qui avait du mal quand même à s'installer en France et qui l'a aujourd'hui est même demandé plus par les consommateurs, je pense, au niveau des plafonds, enfin voilà. Est-ce que vous pensez que dans cette relation à la banque, est-ce qu'il y a aussi cette espèce de dilemme entre la transformation, l'accélération, le frein, comment est-ce que vous l'analysez ? Alors, effectivement, la banque est assez représentative. Je vais passer est assez représentative de la première dimension que j'évoquais, c'est-à-dire la tendance lourde et de l'accélération de cette tendance lourde, pour le coup, des pratiques de banque à distance. On le voit à travers la généralisation de la relation à distance, quand on demande est-ce qu'on se sent bien finalement dans une relation à distance avec sa banque. On est passé à 75%. Il y a eu à nouveau une accélération, mais on était, au début des années 2000, on était à un niveau qui était moitié moindre. Donc on voit que voilà, c'est un long cheminement qui s'est encore accéléré dernièrement, mais qui nous montre bien cette transformation, cette généralisation des usages qu'on a du côté de la banque. Est-ce que gérer les opérations bancaires à distance, là aussi une généralisation, mais ce qui est plus révélateur, selon moi, c'est le 43%. Qu'on ait 43% qui disent ça ne me gênerait pas de traiter avec une banque 100% mobile, seulement sur smartphone. On voit que quelque chose a bougé, c'est plus 14 points sur l'année. De la même façon, le fait de développer une relation avec la banque à travers les réseaux sociaux, tout ça montre que l'évolution dans la relation à la banque et dans le fait qu'une grande partie de la relation bancaire passe par des outils qui sont des outils numériques, c'est d'une certaine façon quelque chose qui a été encore plus acté par la crise. Alors, non seulement il y a des éléments qui étaient très durables, qui ont été accentués, mais en plus, il y a des nouveaux phénomènes qui sont apparus. Et là, c'est un peu comme le téléenseignement. La visioconférence avait quand même du mal à s'imposer dans l'univers bancaire pour le contact, pour le conseil, etc. Et là, tout d'un coup, la crise, la difficulté de l'interaction sociale, la visioconférence s'est imposée d'une certaine façon, et toutes les préventions qu'on avait ont été levées par la valeur ajoutée qu'elle a apportée. Donc un phénomène très, très marquant qu'on peut retrouver sur d'autres sujets. On l'a évoqué à travers les applications, le paiement sans contact, mais c'est également les applications qui offrent des cagnottes en ligne, les applications qui permettent de virer de l'argent à une personne, à faire une sorte de peer-to-peer avec de l'argent. Et tout ça nous montre à la fois
une transformation de la relation bancaire traditionnelle, et en même temps, ce qui va de pair avec cette transformation, c'est aussi de nouveaux marchés, avec de nouveaux entrants, une place de plus en plus importante des fintech, et donc une forme de challenge pour les banques qui ne se digitaliseraient pas suffisamment vite dans la lignée de ces fintech. Donc, la transformation est quand même assez radicale. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que précisément cette année 2020, où il y a une accélération de la pratique numérique, de l'utilisation des usages numériques, on a eu en même temps une inflexion sur la relation à l'humain dans la banque. À la fois sur la confiance qu'on peut avoir dans le conseiller bancaire, à la fois sur le fait de vouloir avoir une relation personnelle, une relation humaine, sur ces deux dimensions-là, où il y avait une forme un peu de remise en cause de la banque, les choses se sont plutôt un peu améliorées. Et on voit bien que la banque est assez représentative de la poussée inexorable de la transformation des pratiques et d'une innovation qui s'impose parce qu'elle apporte une véritable valeur ajoutée. Et en même temps, c'est sans référence politique, en même temps, on a à côté de ça une aspiration au maintien d'une relation humaine qui reste extrêmement forte, alors parfois à distance, on le voit avec la visioconférence, mais qui est extrêmement attendue. Et ça nous renvoie à la transformation des modes de vie pendant la crise. L'une des choses que les Français supportaient le moins, c'est la réduction de leurs relations familiales, sociales, etc. C'est pas tant le fait de moins consommer, c'est le fait de moins voir. Regardez, voilà, les terrasses aujourd'hui, hein, c'est pas seulement pour consommer, c'est pour se retrouver. Et on le retrouve également sur la dimension bancaire. Et quand on regarde ce qui fait la relation à une marque de façon générale, eh bien, il y a des prérequis. Et dans les prérequis, la qualité de la relation à distance, la maîtrise du numérique, c'est fondamental. Mais néanmoins, ce qui crée l'attachement, c'est pas seulement cette dimension-là, c'est aussi la relation physique, c'est aussi la relation humaine. Et ce qui crée finalement la recommandation, l'empathie, la relation de long terme, et bien là, c'est une dimension qui est quasiment émotionnelle et qui nécessairement va passer moins par le numérique, même si ces canaux peuvent l'incarner, et davantage par l'humain. Et donc on voit qu'à la fois sur la pratique, mais aussi sur la vie de la marque, il y a une absolue nécessité de concilier les prérequis indispensables de l'intégration de l'innovation avec les aspirations fondamentales à une relation humaine. Et c'est dans l'interaction entre les deux que, voilà, nous banquiers, on va continuer à exister et à apporter de la valeur ajoutée à nos clients.